En Grèce, il y a une vieille expression qui dit « volta metto treno », je vais me balader en train. Ici, les paysages ne donnent pas vraiment envie d'aller vite. Et la voie ferrée, c'est parfait pour un casse-croûte. Pour se faire des copains, c'est super le train. Ah. Donc, pour rencontrer les Grecs, s'élever presque jusqu'au ciel et apprendre à marcher au pas, le train, c'est pas mal. La Grèce. Pour une fois, j'ai un peu de mal à filer immédiatement vers la gare. Je suis à Athènes, et Athènes, pour moi, c'est un mythe. L'Acropole et le Parthénon, symbole de la grandeur d'Athènes et de l'époque de Périclès, de Socrate, du théâtre, de la démocratie. Dans cette ville, l'histoire et la vie se mélangent. Il y a une vibration particulière et des surprises partout. Ces grosses chaussures à pompons et cette étrange façon de marcher m'intriguent. Ça a l'air un brin folklorique, mais ces hommes sont des Evzones, des militaires, une unité prestigieuse qui assure entre autres la garde présidentielle. J'ai été autorisé à entrer dans la caserne. Kalimera. Bonjour. Et alors donc c'est plusieurs morceaux mis ensemble, c'est pas une seule pièce de vêtement. Non, c'est en deux parties, un côté droit et un côté gauche. Et on les met pour que ça ne fasse qu'une seule pièce. Tu vois, il y a 400 plis. Ça représente les 400 années de l'occupation de la Grèce par l'Empire ottoman. Et c'est toujours un garde qui habille l'autre, on se débrouille pas tout seul. Non, on n'est jamais tout seul. On le fait toujours ensemble, tous les deux. On est en couple, en fait. Et comment ça, vous êtes un couple? Quand on entre au service des F-Zones, on est mis en couple avec un autre soldat qui nous ressemble. Et on reste ensemble pendant tout notre service. On fait les gardes ensemble, on mange en même temps, on a les mêmes pauses et on partage la même chambre. On apprend à se connaître. Ah dis donc, mais alors comment est-ce que vous êtes associés? Vous avez le droit de choisir votre partenaire ou c'est imposé au début? Il faut qu'on se ressemble le plus possible dans les manœuvres, qu'on ait le même type de visage, la même couleur d'yeux et la même corpulence. Il faut être le plus similaire possible en uniforme. Oui, mais enfin, des fois, il y a des gens qu'on n'aime pas trop et on n'a pas envie de passer des mois avec. C'est vrai, mais nous, on a appris à s'apprécier, et à tout partager, et à passer tout ce temps ensemble, et on est devenus des amis. Et on est presque comme des frères maintenant. On veille l'un sur l'autre. Tiens, t'as vu? Ça symbolise notre drapeau, le drapeau grec. Ah oui, c'est vrai. Et je peux vous demander un petit truc, hein, parce que moi, je trouve que vous portez ça avec un certain naturel, comme ça. Bien. Moi, je serais un peu embêté si on me disait de porter une petite chose comme ça dans la rue. Oui, quand on ne connaît pas l'histoire de la Grèce, on pourrait croire que ce n'est qu'une petite jupette. Mais ça n'est vraiment pas ça. C'est la tenue dans laquelle combattaient nos ancêtres, alors on a l'impression que c'est pas super agréable à porter. Mais c'est vraiment un costume de guerre. Aujourd'hui, on est plus une garde honorifique, on surveille le palais présidentiel, l'Acropole ou la tombe du soldat inconnu. Nous sommes les gardiens du drapeau national. Vous êtes magnifique, franchement. Et comment on salue un F-Zone dignement? Un civil n'a pas à nous saluer. Mais bon, là ça va, on n'est pas encore en service. Moi, ce qui m'épate le plus dans votre tenue, c'est quand même le pompon. Pourquoi est-ce que vous avez un petit pompon sur les chaussures? Ce pompon, c'est une arme de guerre. Avant, on était sur les champs de bataille, il y avait un couteau caché dedans.
Et d'un seul coup de pied, tu pouvais tuer un ennemi. Ah bon? Et là, vous avez un couteau dans le pompon? Non, plus maintenant, ce n'est plus nécessaire. Ah, ok. Et le fusil, c'est lourd? 7 kilos, mais je suis sûr que tu devrais faire un petit essai et nous faire une démonstration de garde à vous. D'accord. Je suis pas très bon en garde à vous, mais d'accord. Regarde. Oh la vache! Hop. C'est ça. J'ai pas mieux encore. C'est à peu près ça. Ouais, ça fait mal. Enfin, presque. Vous avez pas mal là, à force? Non, No pain? nous on sent plus la douleur grâce aux muscles. Vous allez prendre poste là? Vous allez prendre le service? Vous allez prendre... bon, je pense qu'ils sont déjà au service. Ils peuvent plus parler là? Oui, là c'est trop tard. Ils peuvent plus te parler. Voilà, et là, il bouge plus du tout. Et il veille la tombe du soldat inconnu et le Parlement juste au-dessus. Un seul à la fois, s'il vous plaît. Un seul. Non, on le touche pas. Qu'est-ce que vous leur dites? Ce n'est autorisé qu'une personne à la fois pour faire la photo à côté du garde, pour ne pas le perturber. Mais il ne peut pas parler, même si quelqu'un met le feu à son costume, il pourra pas crier. Non, la seule chose qu'il peut faire, c'est frapper le sol avec son fusil. C'est le signal. Alors j'arrive en lui posant les questions. Lui, il me parle en clignant des yeux. Une fois, ça veut dire oui. 2 fois, ça veut dire non. Et comme ça, je vois ce qui ne va pas. Et j'explique aux gens, ne faites pas ci, pas ça. Non, on ne touche pas, s'il vous plaît. Derrière la ligne, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh là là. Et vous n'avez pas un boulot facile, hein, vous n'arrêtez pas. Non, c'est vrai. Mais c'est parce qu'il y a plein de gens. Derrière la ligne blanche, s'il vous plaît. Descendez, les gars. Messieurs, dames, respectez la ligne, s'il vous plaît. J'ai un petit faible pour Athènes. Mais en même temps, j'ai hâte d'aller prendre le train. Je décide de commencer mon périple dans le nord de la Grèce. Direction donc la gare de Thessalonique, la 2e ville du pays. Ah, alors ça c'est un truc que j'aime bien en Grèce, c'est que dans toute bonne gare grecque, bonjour, le petit casse-croûte avant d'entrer dans la gare, c'est du pain avec du sésame, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et chez nous, on le mange avec du fromage. Du bon fromage d'ici qui te donne de la force. Ah bon? Quel genre de force ça donne? Ça te donne la forme et la bonne humeur. Yes. Bonjour, un billet pour le sud, s'il vous plaît. J'aime bien cette gare parce que ça me rappelle les guichets SNCF de mon enfance avec le comptoir en marbre et puis la vitre, l'hygiaphone. Ce sera dans 15 minutes. Quai numéro 2. Ok. Mais au lieu d'aller sur le quai, je suis attiré par une sorte de recoin, un peu sombre, dans la gare. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est ici? C'est une chapelle? Eh bien oui, la chapelle de la gare. On passe toujours un petit moment ici avant de prendre le train. C'est toujours ouvert, comme la gare. Bonjour, je peux entrer? Oui, bien sûr. Je vous serre la main.
Normalement, ici, on m'embrasse la main. Pardon? Comme ça? Il y a beaucoup de voyageurs qui viennent dans votre chapelle? Oui, depuis toujours, on prie avant les voyages. C'est une longue tradition. Même si aujourd'hui, il y a moins de danger quand tu voyages. Et on a même un saint spécial pour les trains. Saint Filippo, il nous protège pour tous les voyages. Ah bon, il y a un saint des trains? Oui, viens voir, je vais te montrer. On a un tableau. Ah oui, d'accord. Tu vois les chariots? Avant, notre saint protégeait les voyageurs et tous les convois. Maintenant qu'on n'utilise plus ces chariots, on a adapté et transposé le texte pour les trains. Saint Filippo est donc devenu notre protecteur ici. Ben, merci beaucoup. Merci d'être passé. Bon voyage. Et surtout, n'oublie pas de prier les saints pour ton voyage. Même si je suis pas orthodoxe, il peut me protéger? Ne t'inquiète pas. Les saints ne font pas de différence. Il faut juste que tu fasses appel à eux. Prends soin de toi. J'aime bien cette gare parce que les destinations sont excitantes. Il y a un truc là, ce train, si on le prend, on part vers la Serbie. Et celui-là, on part vers le sud de la Grèce. Bon, des fois c'est dur de choisir. Allez, Grèce. Je pars donc vers le sud du pays. L'ambiance est plutôt calme. Au premier coup d'œil, rien de très surprenant dans les trains grecs. Sauf peut-être les Grecs. Bonjour. Et qu'est-ce que je peux vous demander ce que vous avez autour du cou là? Là? Mon bijou? Ah, bah c'est l'œil. C'est une sorte de talisman, ça me protège. Regarde, moi aussi, j'ai un petit chapelet que j'ai eu dans une église. Qui est bleu aussi. Tout le monde a ça ici. Et vous aussi, vous avez du bleu sur vous? Ah oui, vous avez du bleu là. Oui, moi aussi. C'est la même chose? Oui, j'ai toujours ma petite pierre bleue sur moi qui me protège contre le mauvais œil. Ah mais dis donc, on est quand même un petit peu superstitieux en Grèce. Oui. Oui? Beaucoup? Oui, tu vois, moi, ça me protège de son mauvais œil. Quand je ne suis pas d'accord avec elle, je suis sûr qu'elle me jette des mauvais sorts. Avant, c'était plus simple, c'était l'homme qui dirigeait, mais maintenant ça change. Les filles se rebellent et elles veulent commander à notre place. Chez vous, qui est-ce qui commande? Oui. Là-dessus, on a chacun nos opinions. C'est justement là-dessus qu'on n'est pas d'accord. Je ne veux pas me laisser faire. En fait, j'ai pas le choix. On doit se répartir les responsabilités. Alors dis donc, là je vois que les garçons sont partis. Alors est-ce que vous pouvez maintenant, à voix basse, nous dire la vérité sur les hommes grecs? Est-ce qu'ils sont machos ou pas? Oui. Oui, ils sont très machos. Les femmes, c'est juste bon à faire la cuisine, le ménage et s'occuper des mômes. Et c'est tout. Quand vous partez en voyage comme ça avec votre petit copain, qui fait la valise chez vous? Évidemment que c'est moi qui vais la faire. De toute façon, il ne sait jamais quoi prendre. Il n'y a jamais rien de rangé et si c'est lui qui prépare, il manque des choses. Bah c'est vrai, et ils font tout à la dernière minute. Oui, toujours à la dernière minute. Là, vous rigolez, je vous entends. Ah oui, tout ce que j'entends là, ça me dérange. Ça va pas là ou quoi? Ça veut dire quoi? Qu'on est juste bon à porter vos valises? C'est à vous de le faire. Bah pourquoi ce serait à nous? Et reconnaissez quand même que vous oubliez toujours plein de choses, non? Ben voyons. Vous ne savez pas faire, vous oubliez tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça veut dire qu'on est handicapés les hommes? Donc tout est vrai en fait alors? La femme, elle est pour la maison, elle est pour la cuisine et elle est pour les enfants. Et l'homme, il est pour le travail. Un point, c'est tout. Mais à part ça, vous n'êtes pas du tout macho. Ah si? Et alors? Tu vois? Bon, bon courage alors, hein? Merci. Merci. En fait, c'est à l'extérieur, la buée. Et ça là, regardez.
Ça, c'est mythique, ça. Ça, c'est toute mon adolescence, les cours de grec. Ça, c'est le mont Olympe. Vous connaissez les dieux de l'Olympe? Là, c'est là qu'ils habitent. Ah! Où est-ce que vous allez comme ça? Nous, on va à Kalambaka. C'est là que vous habitez? Pourquoi vous allez là-bas? Oui, on rentre chez nous. Ouais. Nous étions partis voir nos enfants qui habitent vers Thessalonique. Et nous rentrons à la maison dans notre belle région des météores. Les météores? Qu'est-ce que c'est les météores? C'est un ensemble d'énormes rochers, de montagnes même. Et à leur sommet, il y a d'incroyables monastères. C'est très impressionnant et très beau. On dirait qu'ils sont tombés du ciel. Ça a l'air incroyable comme endroit. Oui, c'est vraiment fou d'avoir construit ça là, avec les moyens de l'époque. Pour moi, c'est unique au monde. Vraiment, si tu peux y aller, c'est fabuleux à découvrir. Allez, viens, on est à Kalambaka. On descend, je vais te montrer. Vas-y. Regarde, tu vois là-bas. Bienvenue dans les météores. À chaque fois, ça me fait le même effet. Et regarde là-haut sur le rocher. Ça, c'est San Stefano. Ah oui, dis-nous, il y a un monastère tout là-haut. Oui, tu vois? Ah oui, c'est incroyable. Et là-bas, c'est la Sainte Trinité. Et on peut aller là-haut? Bien sûr, tu peux y aller. Et je te donne un conseil même. Frappe à la porte du monastère. Tu pourras peut-être le visiter. Eh bien, merci beaucoup. Bon séjour ici. Profite bien. Et merci du tuyau. C'est vrai qu'on dirait que les roches sont descendues du ciel. C'est magnifique. D'ailleurs, météore, ça vient du grec ancien qui signifie suspendu dans le ciel. C'est un des spectacles les plus surprenants d'Europe. Selon la légende, une main divine aurait fait descendre ces roches du ciel pour permettre à quelques ascètes de se retirer sur leur sommet pour prier. Et ça, vous voyez, apparemment, c'est le panier pour les provisions. Et ça évite de tout porter sur le dos. Bonjour. Kalimera. Sois le bienvenu. Oui, mais chut, ne fais pas de bruit. Hein. Pourquoi c'est l'heure de la prière en ce moment? Oui. Mes sœurs sont en train de prier dans la chapelle. J'ai l'impression d'être sur une autre planète. Non, s'il te plaît, tu ne dois pas parler dans ce lieu. Excusez-moi. Non, c'est pas grave. C'est comme ça chez les orthodoxes. On ne peut pas discuter dans la chapelle, on parle peu.
Vous pouvez vous parler entre sœurs? Bien sûr qu'on se parle, on échange beaucoup. Et on accueille aussi des visiteurs, comme toi. Je pense que c'est la vue la plus imprenable de toute la Grèce. Oh là là. C'est magnifique, non? Quand tu es en bas, c'est superbe aussi. C'est tellement majestueux, ces météores. Et c'est très très haut et c'est à pic. Il y a quelle altitude, quelle hauteur ce rocher? Là, le village est à 450 mètres en dessous. 450 mètres d'à pic. Mais alors, la question que je veux dire, mais c'est pourquoi se percher à cette hauteur? Quand tu as une grande foi en Dieu, tu veux ce qu'il y a de meilleur, de plus pur. Ceux qui ont construit ces monastères ont d'abord voulu s'éloigner du chaos qui régnait en bas, pour être dans le plus bel endroit du monde, ces météores. Et ici, tu es plus haut, plus près de Dieu. Le ciel est très proche. Si tu regardes autour, tu verras un monastère sur chaque rocher. Au XVIIe siècle, à l'apogée de ces monastères, il y en a eu jusqu'à 24. Mais il y avait aussi plein de grottes, habitées par des moines ermites. Ils étaient seuls avec Dieu. C'était très difficile pour eux, seuls dans la roche. C'est incroyable cet endroit. Oui, cet endroit est extraordinaire. Ici, tu peux vraiment contempler l'œuvre de Dieu, c'est magnifique. Et nous, ça nous encourage à prier davantage à sa gloire, chaque jour, tout le temps. Et c'est marrant, il y a toujours, mais alors particulièrement ici, dans les monastères, une espèce d'énergie comme ça qui vient du sol. Et ici, c'est fou. Mais non, nous, ce n'est pas cette énergie-là. C'est celle de Dieu, juste au-dessus, là. Toi, ton énergie, c'est plus matériel. C'est la terre, ça vient d'en bas. Nous écoutons Dieu tout proche. Son énergie va droit dans nos cœurs. Mais c'est peut-être la même. Celle que je ressens est la vôtre. Ah non, j'en suis sûre. Bon. Et pourquoi c'est pas la même? Toi, ça vient d'en bas, et moi d'en haut. C'est peut-être plus spirituel. Dieu parle à nos cœurs, et nous admirons son œuvre. Le bois sur lequel on tape pour cette musique est le même que celui que Noé utilisait pour rassembler les animaux avant le déluge. Chez nous, c'est l'appel à la prière. Ah d'accord. Donc ici, nous sommes dans l'arche, en fait. Oui, nous appelons ce lieu comme ça d'ailleurs. Comme l'arche de Noé, notre église est là pour sauver ceux qui en ont vraiment besoin dans ce monde. Mais je vais devoir te laisser pour aller prier. Merci beaucoup de m'avoir laissé pénétrer dans votre arche. C'est un sacré voyage. Merci pour ta visite. Merci beaucoup. Quelque part en Europe, perché sur d'immenses cailloux, il existe donc un autre monde. Ce pays regorge de trésors cachés. J'ai entendu parler d'un petit train que les Grecs adorent. Il circule dans le Péloponnèse, franchissant des gorges et de gros dénivelés, pour desservir une région très reculée, celle de Kalavrita. Certains font le voyage rien que pour le spectacle. Ah, dis donc, c'est incroyable. On est vraiment au fond des gorges. Ah, c'est marrant, ça. C'est quand même dingue d'être venu construire un train là, au fond de la gorge. Et il n'y a que le train, il n'y a pas de route. Ah, c'est un petit bijou, ce train. Vous vous en rendez compte que vous avez un petit trésor entre les doigts?
Oui, bien sûr. J'ai la chance d'être là tous les jours, mais il faut être très vigilant. Pourquoi? C'est dangereux? En fait, il faut vraiment faire attention, surtout en hiver, car il peut y avoir des pierres ou des troncs d'arbres qui tombent sur la voie. C'est vrai que vous ne quittez pas la voie des yeux, hein. J'ai du mal à vous faire tourner le regard. Bonjour, bonjour. Calimera. Bonjour. Ça va? Moi, j'aime bien ce train. Il fait un bruit comme un camion. Et alors, est-ce que tu préfères les camions ou les trains comme celui-là? Moi, je préfère les trains, parce que leurs roues, elles font un joli bruit. Ah oui? Alors, qu'est-ce qu'elles font comme bruit, les roues? Tu peux me faire entendre? Ah oui, vous allez en faire un accro des trains, faites attention. Hein. Ouais, il est dingue des trains. Je suis sûr qu'il sera cheminot plus tard. Bonne chance avec les trains. Ça, j'adore, c'est la Grèce. Vous voyez, regardez, vous descendez du train, là, il y a le bureau de vote, parce qu'il y a élection municipale aujourd'hui. Et puis, alors, ça j'adore aussi. Il y a un petit bistrot, vous voyez, le long de la voie ferrée. Et, mais il n'y a que la voie ferrée et le bistrot, c'est tout, rien d'autre. On mange un petit coup, on boit un coup, on vote là-bas derrière. Là aussi, il y a une terrasse. Non mais c'est génial. Bonjour. Et c'est super comme endroit pour passer un petit dimanche. Vous venez souvent manger par ici? Oh, bah, moi je viens presque tous les jours. Je suis le patron. Je peux pas rester, mais alors c'est à regret, hein, parce que c'est chouette. Ce petit train du Péloponnèse m'aura fait découvrir une région où l'on passe rapidement de la montagne à la mer, où l'on franchit l'air de rien des sites mythiques, comme le canal de Corinthe, taillé au rasoir dans une roche ocre, sur 80 mètres de haut. Et puis partout, l'histoire. Ça, regardez. Ça, c'est le genre de site que j'adore. Un petit peu perdu dans la campagne, comme ça, en dehors des villes. Ce petit théâtre oublié a plus de 2300 ans. Et en Grèce, en chaque lieu, il y a toujours une légende incroyable. C'est près d'ici, à Sikione, que Prométhée a rendu aux hommes le feu que Zeus leur avait pris. Zeus, foudrage, punit Prométhée en le condamnant à être attaché à vie à un rocher. Et ce n'est pas tout. Tous les jours, un aigle viendra lui arracher le foie, son foie qui repoussera chaque nuit. Je reprends le train vers le nord. Je vous sens prise dans vos pensées. À quoi est-ce que vous pensez? En fait, on est juge. Et je pense à notre journée, aux collègues, au tribunal, aux affaires qu'on a traitées aujourd'hui. Ma collègue qui dort là, elle est la présidente du jury. Moi, je suis juge d'instruction. J'étais dans mes pensées, mes drôles d'histoires judiciaires. Et quelle est l'histoire la plus incroyable et la plus grecque que vous ayez eu à juger ces derniers temps? Il m'est arrivé une histoire dingue avec une prof de français qui a poursuivi un homme au pénal. Elle l'accusait de lui jeter des mauvais sorts. Elle l'accusait de magie noire, avec le mauvais œil pour soi-disant l'empêcher de se marier. C'était très compliqué et complètement fou. C'est incroyable ça. Oui. Et comment elle prouvait ces accusations? On était embêtés.
C'était impossible de prouver ça. Comment savoir si lui jetait vraiment des sorts? C'est invérifiable. Mais c'est l'homme qui nous a aidés à trancher finalement. En fait, c'est un escroc. Pour soi-disant la protéger du mauvais œil, il lui a extorqué presque 80 000 €. Donc, on l'a condamné pour abus de faiblesse, car il exploitait la pauvre dame. Tu vois, la justice a quand même réussi à faire son travail. Oh, quelle histoire! Je suis désolée, on est arrivé. On descend. Au revoir. C'est aujourd'hui la Saint-Constantin, une fête très importante en Grèce. Je décide donc de descendre à Katerini, car il paraît qu'ici, c'est un jour où se produisent des choses mystérieuses, presque surnaturelles. L'extérieur, ça ressemble à une sorte de fest-noz, mais grec. Et là, tout à coup, j'assiste à une scène étrange. Des gens qui dansent avec des icônes. C'est vraiment très étrange. Et les gens ont l'air vraiment... Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est vraiment une atmosphère très très particulière. Aujourd'hui, c'est la fête des allumeurs, les Anasténarides. Ils sont en pleine préparation pour ce soir. Ils se réunissent ici chaque année pour honorer Saint Constantin et Hélène, en dansant avec leurs icônes. Là, ils sont comme un peu déjà en transe. Non, ce n'est pas de la transe. Je vois ce que tu veux dire, mais ce n'est pas le même état. C'est plutôt de l'euphorie. Ils ont conscience de ce qui se passe autour d'eux, mais ils sont très concentrés dans leurs prières. C'est un rite religieux? Forcément, c'est un peu religieux, mais c'est surtout une fête familiale, avec des rites ancestraux qui se transmettent de famille en famille. Je vous ai vu danser tout à l'heure avec... D'ailleurs, je ne sais même pas si on dit danser, avec l'icône, et vous aviez l'air vraiment ailleurs. Oui, c'est un rituel qu'on peut comparer à un rituel d'église, parce qu'on porte les icônes, mais ce n'est pas lié directement à l'église. Cette tradition, cette danse qui s'empare de nous, on ne peut pas l'expliquer. Tout notre corps est envahi par cette espèce d'euphorie. Mais vraiment, je ne peux pas te le décrire. C'est trop profond, trop intérieur. C'est très mystérieux. Et cet état, quel en est l'objectif? C'est de vous rapprocher du Dieu auquel vous croyez? Notre but, c'est d'honorer les icônes et les foulards. Tu sais, si on danse avec ces objets, c'est parce qu'ils sont très anciens. Ce sont des trésors. Les plus vieux datent de 350 ans après Jésus-Christ. Ils datent pour certains du grand roi Constantin de Byzance. Et si tu restes avec nous, tu verras ce soir, quand il fera nuit, nous serons au summum de notre état métaphysique. Pourquoi vous faites un feu? C'est quoi le but? C'est pour la danse de ce soir. Les Anasténarides vont danser sur la braise. C'est incroyable. Ils vont danser sur les braises? Oui, et ce que tu vas voir ce soir, c'est vraiment étonnant. Moi, je trouve que c'est presque un miracle. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a le public qui commence à s'installer sur des chaises derrière. Kalispera. Pourquoi vous venez vous installer là? Qu'est-ce que vous venez voir? Moi, je suis venu pour la braise. Il paraît que c'est un mystère que personne ne peut expliquer. Vous allez affronter l'épreuve du feu? Oui, ça fait des mois que je m'y prépare. Ça vous fait pas peur? En fait, c'est un besoin intérieur qui ne peut pas s'exprimer avec les mots. C'est bien au-delà de l'esprit.
pensais pas que je verrais ça un jour en Europe. C'est surréaliste, surréaliste. C'est la danse sur la braise. Oh oui, il y a des petits cris, mais je sais pas si c'est parce qu'ils ont mal. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'ils ressentent là en ce moment sur le feu? Non, non, ils ne sentent rien. Surtout pas la chaleur du feu. Tu sais, il y a des chercheurs du reste de l'Europe et des États-Unis qui sont venus ici pendant une semaine. Ils ont voulu voir s'il y avait un truc ou s'ils mettaient de la crème sur leurs pieds, car les braises sont très très chaudes. Mais ils n'ont rien trouvé et sont repartis sans avoir de réponse. Comment ça va? Bien, bien, je vais bien. Et vous avez pas mal aux pieds? Non, non, pas du tout, je n'ai pas mal. Vous n'avez rien? Vous n'avez rien? Mais je vais aller me reposer. Bonne fête à toi, Philippe. Je te laisse, je vais me laver les pieds. Est-ce que vous avez mal aux pieds? Philippe, tu ne pourras pas comprendre. C'est notre secret. Malgré mes questions, je n'en saurais pas plus. On me fait comprendre, gentiment, qu'à trop chercher, à vouloir percer le mystère, on risquait de se brûler. Le lendemain de cette Saint-Constantin troublante, je repars vers Athènes. C'est le week-end. Comme toujours, les rues sont pleines de vie, les terrasses bondées. Et dans cette ville immense, où vit presque la moitié de toute la population grecque, je suis curieux de savoir ce que fait un Athénien le week-end quand il a envie de s'oxygéner. Pour mener l'enquête, je vais faire un tour dans le métro, sur la ligne qui mène au port d'Athènes, le Pirée. Calimera. Vous allez vous baigner au Pirée? Tu sais, Athènes, c'est une mégalopole assez oppressante. Avec la canicule, en ce moment, on a très chaud. Alors c'est bien de respirer un peu. Et ici, c'est obligé. Dès que t'as un peu de temps, tu files dans les îles pour te baigner, toute l'année. Mais c'est compliqué d'aller prendre le bateau quand on veut prendre l'heure, parce que il faut aller au port, il faut prendre un ticket, il faut monter dans le bateau c'est long, c'est quand même toute une organisation. Non, c'est très facile. Avec le métro, t'arrives directement au port du Pirée. Et 1 heure plus tard, t'es sur une île paradisiaque. Ben, merci beaucoup. Et bon voyage, bonne baignade. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, à peine arrivé au terminus, les ferries vous tendent les bras. Impossible de résister. Il y a des milliers d'îles à portée de bateau, avec chacune son caractère, son histoire, des plus branchés aux plus isolés. J'opte pour Kalymnos, une petite île peu fréquentée par les touristes, un peu compliquée à atteindre, il faut changer plusieurs fois de bateau, mais Kalymnos est réputée pour ses éponges. Bonjour. Bonjour. Calimera. Kalispera. Kalispera. Bonjour, capitaine. Tiens, tu vois, là on approche de l'île de Kalymnos. Il paraît qu'il y a des éponges vivantes sur cette île, c'est vrai? Oui, c'est vrai, mais il y a 20 ans, elles ont failli disparaître à cause d'une maladie. Elles sont revenues, mais ça a été un coup dur pour les pêcheurs. Et vous voulez dire qu'il y a des gens qui sont pêcheurs d'éponges, c'est leur métier? Ouais. Certains pêcheurs ne vivent que de ça. Et il y a encore beaucoup de pêcheurs d'éponges? Plus beaucoup, non. D'ailleurs, si tu plonges, tu pourras voir les bateaux qu'ils ont coulés quand ils ont arrêté. Mais va voir à l'usine d'éponges, ils te renseigneront. Ah, excuse-moi, je dois préparer notre entrée dans le port.
Moi, ce qui m'impressionne toujours avec les capitaines, c'est quand vous réussissez à garer un bateau, mais au millimètre. Ça, c'est impressionnant. Je sais pas comment vous faites. Ouais, c'est normal, c'est notre boulot. Faut être très concentré, mais c'est pas si dur. Quand est-ce que c'est le plus compliqué de faire ça? C'est plus compliqué quand il y a du vent. Hein. Et ça vous est déjà arrivé de rentrer dans le quai à cause du vent? Oui, ça m'est déjà arrivé, mais pas ici, dans un autre port. Il y avait tellement de vent qu'on a heurté le quai. Me voilà donc à Kalymnos, une petite île grecque comme on l'imagine, avec son village, son rythme, beaucoup plus lent, et ses fameuses éponges. À la fabrique, on me conseille d'aller plutôt rencontrer Dimitri, un des pêcheurs d'éponges les plus connus de l'île, afin qu'il m'emmène découvrir cette pêche un peu spéciale. Bonjour, bienvenue à bord. Tu m'accompagnes à la pêche aux éponges? Et il faut aller les chercher où, les éponges? Elles se cachent où? Là, on va essayer d'aller dans une zone où mon père venait souvent. J'espère qu'on va en trouver. Le problème, c'est qu'il y en a peu, donc on passe beaucoup de temps à les chercher. Quand elles sont proches de la surface, c'est facile. Mais quand la profondeur augmente, la plongée est beaucoup plus délicate. Il y a plus de risques. On y est. On va se changer et enfiler la combinaison. Donc ça, c'est votre bureau, en fait, de tous les jours. Ouais, c'est mon bureau. C'est sûr, il y a pire comme endroit. C'est bon? Attrape ton masque. Tiens, viens voir. On peut repérer les éponges avec ce bidon à travers la vitre. Mais l'éponge, c'est un animal ou c'est une plante? C'est un animal. Donc là, on va à la pêche, on va pas à la cueillette. C'est un peu des deux quand même, de la pêche et de la cueillette. C'est mi-pêche, mi-cueillette. Oui. Bon alors, tu fais bien attention. Ça veut dire OK, d'accord? Si tu as mal aux oreilles, tu fermes le poing comme ça. Vas-y, vas-y, bascule. Passé les premières secondes de stress, je découvre l'univers d'un pêcheur d'éponges. Son monde à lui, dans ce bleu infini. Dimitri m'emmène voir cette épave, un bateau qui aurait été coulé par son propriétaire, un pêcheur désespéré à l'époque où les éponges avaient disparu. Le moment est émouvant et je commence à ressentir l'attachement très fort de Dimitri aux anciens et à la tradition. Ma première éponge. Surprise, une éponge vivante et noire. La deuxième éponge semble plus grosse. Une belle prise. Quelle belle balade. Belle balade.
Ah, dis donc. J'ai vu que c'est quand même super dur de cueillir l'éponge. C'est physique. C'est super accroché à la roche. Oui, elles sont bien agrippées. Il faut un bon coup de main pour les déloger et bien se stabiliser sous l'eau. En tout cas, c'est une drôle de bestiole, hein, l'éponge. Parce que c'est un peu ventru, on dirait un gros estomac. C'est marrant, en fait. Mais alors, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est pourquoi vous n'avez pas remonté l'éponge? C'est pour préserver les coutumes. Avec les bouteilles de plongée, c'est trop facile. Les anciens utilisaient la pierre de scandale pour aller au fond. Donc nous, on laisse les éponges et on y retourne avec la pierre pour honorer nos parents. La pierre du scandale, mais pourquoi du scandale? La pierre de scandale, parce qu'elle t'attire au fond. Je vais te montrer pourquoi. Regarde. C'est ça la pierre de scandale. C'est une pierre très lourde qui t'entraîne très vite au fond. Imagine-toi, Philippe, à l'époque, il descendait à 50 ou 60 mètres en apnée. Imagine comme c'était dur et risqué. Mais ça devait être très très dangereux. Oui, avec cette pierre, beaucoup de gens sont morts en pêchant l'éponge. C'était très facile de se noyer avec la pierre, en allant trop profond sans pouvoir remonter. Mais alors, c'est dangereux pour vous aussi, alors, de refaire comme ça? Oui, mais on doit le faire, pour la tradition. Sinon, elle s'oublie. Et vous le faites à chaque éponge, c'est ça qui m'épate. Non, on le fait au début et à la fin. Pour la première et la dernière éponge. Oui. Bah, faites attention quand même. Quand même. Ah, dis donc, c'est extrêmement spongieux. Mais dis donc, ça sent, hein? Ça sent mauvais. Non, ça sent l'iode. Je dirais un mélange d'iode et de viande un peu, non? Non, pour moi, ça ne sent que l'iode. Et comment vous vous sentez là après ce tour en apnée? Eh bien, je suis vraiment fier d'honorer mes ancêtres. Et vous ressentez ce qu'ils ressentaient à l'époque? Vous pensez à leurs sensations? Oui. Je pense constamment au risque qu'ils ont pris. Et ce qui m'épate, c'est que tous les jours, vous honorez la tradition en plongeant avec la pierre. Tu sais, je suis un des derniers à plonger comme ça. Je dois garder cette mémoire en vie. Ça ressemble... Ah, ça sent mauvais. Ah. Et ça ressemble pas... Oh, mais c'est une infection. Et ça ressemble pas vraiment aux éponges de ma salle de bain, hein? Viens voir, je vais te montrer une éponge presque finie. Ah oui, dis donc, c'est marrant ça. Ça, c'est quand c'est sec, ça. Oui, quand on fait sécher et blanchir l'éponge, tout le squelette et la membrane noire partent. Ah, le noir s'en va. Oui, en la pressant, il ne restera que l'éponge. C'est marrant, oui, là, du coup, c'est vrai, ça ressemble à une éponge. Ça vous rapporte combien une éponge comme ça? Ça dépend des éponges. Mais par exemple, celle-ci, ça peut rapporter jusqu'à 150 € le kilo. Il n'y a même pas 1 kilo, là. Ah si, ça c'est presque 1 kilo. Et vous gagnez votre vie avec les éponges? En fait, aujourd'hui, on ne peut plus vivre de ça sur l'île. C'est pour ça que je suis devenu moniteur de plongée, pour transmettre mon savoir-faire. Et donc les éponges, c'est quel pourcentage de votre revenu? Oh, je peux pas vraiment compter dessus, c'est vraiment trop aléatoire. Mais dans les bonnes périodes, ça m'aide bien. Tiens, là, ça sent bon, tu vois? Ça sent plus la viande. Non, c'est vrai. Mais ça sent plus rien. Parce que ça, c'est de la vraie éponge naturelle, ça, il n'y a pas photo. Je crois bien que j'ai un vrai coup de cœur pour la Grèce et pour les Grecs. Je suis arrivé dans ce pays en me demandant bien ce que j'allais y trouver. Je n'entendais parler que de crise, de dette,
comme si la beauté et la joie de vivre s'étaient évaporées. Si les difficultés rencontrées par les Grecs sont réelles, il y a une chose qui n'a pas disparu. Ce caractère si trempé, ce côté à la fois frondeur mais chaleureux. La Grèce reste une expérience unique, un pays béni des dieux.